Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par vous remercier de votre présence, d'avoir pris le temps et d'avoir trouvé le temps pour venir écouter l'information qui, pour la plupart d'entre nous, est assez sensible parce qu'il y a pas mal d'Ouïghours qui sont venus nous soutenir. Donc, je vous présente d'abord l'association. Donc, c'est une nouvelle association, nouvellement créée en début de l'année. Le nom de l'association, c'est Les Amis des Ouïghours en France. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas peut-être entendu parler des Ouïghours, mais je pense que c'est important de le savoir parce que je suis avant jeunesse, je suis désormais française et je fais partie de votre société. Et donc, je suis originaire ouïghour. Et voilà, et je pense que voilà, il faut se cultiver toujours de savoir de plus en plus. En plus, ce thème d'aujourd'hui mérite d'être entendu, à mon avis. Voilà. Je vous présente les intervenants, que je remercie beaucoup aussi. Donc c'est Alain Bouc, journaliste au Monde, de 1967 au 1975, qui a rouvert le bureau à Tokyo et à Pékin, qui connaît très bien la Chine, qui a écrit 3 livres sur la Chine, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme. Du coup, il publie tous les 2 mois un bulletin sur la Chine, qu'il diffuse à l'interne et aussi qu'il diffuse aux intellectuels, aux avocats, au ministère des Affaires étrangères et au Parlement, etc. Donc ensuite, j'ai Jean Saunier, un grand ami, qui est le président de France Alzheimer, qui est l'ancien président de l'association d'aide aux migrants. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et maintenant, il fait partie de l'administration. Il est le trésorier de notre association. Ensuite, c'est Nicole Lenné, membre de la Ligue des droits de l'homme, qui est la secrétaire de l'association. Donc ensuite, il y aura Camille Péché, qui est la référente écologique pour le diocèse de Coutances-et-Avranches, qui est l'adjoint au maire, délégué à la transition énergétique et à l'adaptation climatique. Donc, et moi, Rina Rosier, Favron-Chénès, depuis 8 ans. Donc, cette conférence se penche aujourd'hui sur une population, question à leur sort, à ce qu'ils subissent actuellement et ce qu'ils subissent un génocide qui se produit aujourd'hui sous nos yeux au XXIe siècle. Du coup, pourquoi le génocide? Parce que cette question est justifiée car cette population est menacée actuellement, menacée dans son identité même, dans sa religion, dans sa langue, dans sa culture, etc. Et les témoignages qu'on reçoit jusqu'aujourd'hui, ils sont très alarmants. Et je ne suis pas sûre si je vais pouvoir vous diffuser, vous faire voir les extraits des documentaires qui ont été faits par les journalistes français qui se sont rendus dans les régions. Je vais vous expliquer plus tard, en fait, de qui je parle, d'où ils viennent, tous ces Ouïghours-là, qui sont. Donc, le thème principal, en fait, c'est, je vais vous parler du plus grand internement de masse d'aujourd'hui. Ce sont les camps de concentration qui se sont construits dans le nord-ouest de la Chine. Donc, pour mieux comprendre ce sort, voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer en fait le documentaire. Mais bon, on n'a pas de chance. En fait, c'était le documentaire qui a été diffusé sur les chaînes France 24 et Arte. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu. Il y avait 2 journalistes français qui se sont rendus en Xinjiang et ils filmaient, en fait, ils montraient comment c'est difficile d'accéder à l'information, comment même les journalistes internationaux sont suivis et il n'y a aucun moyen, en fait, d'obtenir une information vraiment fiable et concrète. Il y avait dans cette vidéo ici quelques témoignages des personnes qui ont réussi, en fait, au bout d'un moment, de sortir de ces camps. Il y a aussi eu un témoignage d'une famille française naturalisée, qui sont français, mais qui continuent d'être suivis, en fait, non, même en étant loin de leur pays d'origine, on va dire. Donc,
pour vous expliquer de quoi s'agit-il, il s'agit... malheureusement, je n'ai pas de plan parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des Ouïghours, on a l'impression que c'est une toute petite population qui fait peut-être une petite partie de la Chine, mais en fait, c'est pas ça. Le Turkestan oriental, les Chinois l'appellent Xinjiang. C'est un très vaste territoire hein, qui fait 2,6 fois la France. Donc la population est un peu moins de 22 millions de personnes, dont 12 millions sont les Ouïghours. Donc... qui sont leur propre culture, hein, très riche. Et c'est par là où passe la route de la soie, en fait. Pourquoi cette région est ultra stratégique pour la partie communiste? C'est plutôt ça. C'est parce qu'ils ils font passer le message comme si oui, les Ouïghours, ce sont les musulmans. Hein. Pas tous pratiquants, mais vu que pour se justifier, non, je vais commencer plutôt. Parce que j'étais un peu perturbée, excusez-moi, parce que vous parlez au micro, vous pouvez le retirer le masque. Après, je ne sais pas si ça gêne personne, parce que vu qu'on va... Non, vous avez la distanciation physique de 1 mètre. Non, je mets la main sur ça. Du coup, voilà. Le Turkestan oriental est devenu une partie de la Chine où a été occupée par les Chinois au 19e siècle. Donc quand les pays européens n'avaient plus de place, ils se sont développés vers Outre-mer, la Russie vers l'Asie centrale et la Chine vers l'autre partie de l'Asie centrale. Donc depuis ce temps-là, les Ouïghours n'arrêtaient pas de révolter. Et pour vous parler un peu plus de cette région aussi, c'est la région qui est frontalière de 8 pays. Hein. Donc quand je vous parlais de la région stratégique, parce qu'elle est frontalière de 8 pays. Donc c'est le Kirghizistan, Mongolie, Russie, Pakistan, Afghanistan, Inde et Tadjikistan, Afghanistan, je dis. Hein. Donc c'est un territoire immense qui est très riche en ressources naturelles. Donc elle est vraiment hyper stratégique parce que ça donne l'accès aux Chinois, l'accès direct vers l'Europe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les ressources naturelles. Dans cette région-là, il y a plus ou moins 40% de la production chinoise de charbon. De tout le territoire de la Chine, c'est plus ou moins 40% de la production du charbon chinois. Donc 15% de la production chinoise de pétrole et 30% de la production chinoise du gaz naturel. Donc là, vous comprenez hein, pourquoi il y a des camps, etc. La culture qui gêne, les gens qui gênent. Voilà. Et vu que dans le monde entier, en Europe, on vit malheureusement l'islamophobie, le prétexte de lutte antiterroriste passe très bien pour passer ces crimes légitimes. Quoi. Voilà. Parce que, moi je parle en française, hein, parce que la France aussi lutte contre l'antiterrorisme. Bien sûr qu'on ne peut pas critiquer les pays qui luttent soi-disant contre le terrorisme. Mais c'est un grand prétexte qui est faux, parce que pourquoi? Je vous explique, il y a, depuis 2017, beaucoup des intellectuels qui ont été emprisonnés, pour rien. Parmi tous les intellectuels, il y a le président de l'université de Xinjiang. Xinjiang en chinois, c'est les nouvelles territoires. Hein. Donc les nouvelles territoires, ça veut dire occupés par eux. Donc historiquement, c'est le territoire des Ouïghours. Donc c'est pas que les Ouïghours vont arriver et demander leur autonomie, indépendance, etc. Ce sont les Chinois qui sont venus. Voilà. Et pour vous parler de la population, donc en 1945, les Han, c'est les Chinois majoritaires, hein, donc les Han représentaient 6,7% de la population. 6,7%. Et les Ouïghours, plus de 90%. Il y a aussi une petite partie des autres ethnies, comme Kazakhs, Kirghizes, Tatars, etc. Et donc en 2010, le dernier recensement date de 2010,
les Han représentaient plus de 40%, et les Ouïghours un peu plus de 50%. Donc ça veut dire que la Chine, la partie communiste, a eu une politique de migration massive des Chinois vers cette région, faite pour siniser les Ouïghours. Et les Ouïghours, à l'origine, ils sont des nomades. Hein. Ils sont des nomades. Ils se sont installés dans ce territoire au 9e siècle. Et ils venaient plutôt du Mongolie. Et c'est une population turcique, turcophone, qui a beaucoup contribué à la civilisation turque. Du coup, quand on parle des Turcs, il faut savoir que la civilisation ouïghoure a autant d'importance que, par exemple, la civilisation gréco-romaine pour les Occidentaux. Donc, c'était vraiment la base de la civilisation turque. Mais la seule différence entre les Ouïghours et d'autres Turcs, c'était que les Ouïghours étaient les agriculteurs. Voilà, c'est ça la différence. Sinon, quand on dit que les Ouïghours sont les musulmans chinois, c'est pas vraiment, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les Ouïghours, ils ont même leur propre langue, propre écriture. Physiquement, nous ne sommes pas du tout pareils. Nous sommes très différents. Nous avons, comment dire, des livres, des chansons, même des instruments musicaux qui sont propres à nous. En fait, c'était un territoire complètement différent. Il ressemblait plutôt à l'Asie centrale, là, comme d'autres pays, comme l'Ouzbékistan, le Kirghizistan ou d'autres. Et elle a plus de ressemblance avec des pays d'Asie centrale autres que la Chine. Donc voilà, pour que vous sachiez que nous ne sommes pas du tout en fait pareils. Et aussi quand ils disent que les Ouïghours ne s'intègrent pas, tous les prétextes sont bons pour la Chine. Donc pour la partie chinoise, il faut savoir que tous les Chinois sont pas, suivent pas en fait comment dire, ne pensent pas pareil comme la partie communiste. Hein. Il y a beaucoup de Chinois démocrates qui sont aussi malheureusement chassés, on va dire, s'ils disent quelque chose contre la partie. Donc, tous les Chinois sont, voilà. Et pour vous dire aussi que, à l'époque, les Ouïghours, c'était le royaume ouïghour. Et parmi d'autres minorités dans ce territoire, ils étaient en fait, les Chinois ont eu les relations matrimoniales qu'avec les Ouïghours. Parce que les Chinois donnaient leur princesse au roi ouïghour. Et du coup, c'était la première, une seule ethnie avec lesquelles ça... C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas eu toujours les relations comme le chien et le chat. Hein, donc, ça allait. Sauf que, voilà, je ne vais pas trop aller dans les détails, peut-être. Hein, vous me corrigez si jamais je dis des bêtises, parce que vous connaissez plus que moi. Monsieur. Alors... bon voilà, il y a eu plusieurs révoltes, hein. Donc bien sûr que les Ouïghours, après c'est normal, c'est naturel, là, ils ont réclamé leur autonomie, surtout dans les années 91, quand le Soviétique Union a été, comment dire, en 91, il y a beaucoup de pays d'Asie centrale qui faisaient partie de l'URSS, qui ont eu leur indépendance, comme Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Bien sûr, ça donnait envie aussi aux Ouïghours de cette région. Ça leur donnait espoir que voilà, si nos voisins, si nos frères ont réussi, parce que le Turkestan oriental, il n'a pas toujours été sous la reine hein, des Chinois. Il y a eu des moments quand ils ont géré tout par eux-mêmes, en fait. Il y a eu même l'argent ouïghour, qui était différent de la reste de la Chine. Du coup, voilà, c'était comme un pays à part, quoi. Et c'est naturel là, que chacun veut vivre. En plus, quand on voit bien que la sinisation est en cours, que l'État envoie en masse les Han, du coup, voilà. Et depuis plusieurs années, les ONG et des militants des droits de l'homme alertent
sur la détention de plus d'1 million de Ouïghours dans des camps de concentration qui sont poussés des terres comme des champignons. Hein. Donc, selon une enquête publiée là, récemment par les chercheurs australiens, on compte au jour d'aujourd'hui 380 camps d'internement dans cette région seulement. Hein. Et on dirait en fait que cette région, elle sert comme un laboratoire pour ensuite créer d'un autre, peut-être au Tibet, etc. Donc, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le président actuel, il est arrivé en 2013. Du coup, le New York Times a divulgué les documents secrets de la partie chinoise qui disent, en fait, je récite les mots du président actuel qui dit, voilà, il ne faut avoir aucune pitié contre les Ouïghours. Et du coup, le problème, c'est qu'il rase tous les cimetières, tout ce qui appartenait à la culture ouïghour. Et du coup, au lieu de ces endroits culturels et historiques, ils construisent ces camps. Et ils l'ont caché hein, pendant quelques années, mais quand les chercheurs ont réussi à prouver, avec surtout les images satellites, etc. Donc là, j'ai eu un très bon documentaire sur ce sujet qui montrait bien, et au bout d'un moment, ils ont nié pendant 1 an l'existence de ces camps. Ils ont fini par dire oui, voilà, ça existe, mais ce sont des centres de rééducation. Mais centres de rééducation de qui? Pourquoi? C'est sûr que ce n'est pas à cause de la religion. C'est après, vous savez, M. Bouc vous en parlera plus sur le système chinois, hein, donc c'est pas la religion, il sera d'accord avec moi. Alors, pourquoi la situation au Xinjiang aussi est très très drastique? Parce que en fait, en 2015, je pense, en 2016, le gouverneur du Tibet, qui a été envoyé, c'est le gouverneur qui s'appelle Chen Shengwen, hein, qui était très connu par ses actions vraiment brutales et atroces avec les Tibétains. Du coup, apparemment, il a réussi à les calmer. Donc ils l'ont fait venir au Xinjiang. Et voilà, il a bien travaillé aussi sur l'idée, sur les projets de construction de tous ces camps, etc. Et selon les témoignages qui circulent aujourd'hui, hein, qui sont les témoignages, pourquoi en fait on fait constat de ces témoignages? Parce qu'en fait les personnes dans tous les coins du monde qui osent de témoigner, hein, tout le monde ne l'ose pas parce qu'ils ont les membres de la famille en Chine. Et les Ouïghours du Turkestan oriental, qui au jour d'aujourd'hui aussi en France, ils sont continuellement surveillés par l'ambassade de Chine, hein, qui leur passe des appels de temps en temps pour leur faire comprendre attention à ce que vous dites, attention à ce que vous allez. Ça veut dire ces signaux-là veulent dire que n'oubliez pas que vous avez vos proches là-bas. Vous voyez d'où est la peur des gens de dire quoi que ce soit. Mais les témoignages que les chercheurs, les ONG, etc. ont réussi à recueillir disent la même chose en fait. Ils décrivent les mêmes tortures, les mêmes conditions dans des camps. Et avant, on parlait d'un génocide culturel. Mais au jour d'aujourd'hui, un chercheur allemand, Adrian Zenz, qui a, avec ses recherches, en fait, il a prouvé hein, qu'il existe aussi, maintenant, ils ont mis en place aussi la stérilisation massive des femmes ouïghours. Donc la stérilisation forcée fait une des 5 critères du génocide. Parce que la population, ça va faire diminuer la population, etc. Et ce n'est pas le seul critère de génocide, c'est aussi que en fait, les enfants sont arrachés des familles
Ils sont mis dans les orphelinats qui sont aussi construits dans toutes les régions du Xinjiang. Donc, l'arrachement des enfants, ça fait aussi partie, par leur détresse, etc., fait partie du génocide. Bon. Qu'est-ce que je peux ajouter avant de passer le micro? Dis-moi, quel fichier j'ouvre ici? Ouais. Tu veux le deuxième, s'il te plaît. Celui-là? Tu as réussi. Non, j'ai remis mon ordi. Non, c'est pas grave. Vous voyez? Ça, en fait, c'est... La Chine est composée à des... La Chine est composée des 4 vraiment régions qu'il a occupées, on va dire. Cette image est un peu exagérée. À Tibet, il est un peu moins petit. Non, tu fais pas en automatique, s'il te plaît. Ah, mais je n'ai rien fait du tout. Donc ça va partir. Tibet, il est là. Tibet. Ah oui, pardon. Vous voyez, c'est une région qui est vraiment énorme. Hein. Mais la densité est faible. La densité est faible, il n'y a que même moins de 15 habitants sur kilomètre carré. Pourquoi? Parce que cette région, il y a le deuxième désert du monde, Taklamakan, qui est là-bas. Donc, d'où ça explique la densité si faible. Tu me dis? Bon, ça, non, c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est ce que je vous ai dit, en fait. La population, ça là, c'est le désert. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, oui. Ah oui, je parlais de la stérilisation, parce qu'il y a aussi plusieurs chercheurs qui ont eu, surtout le journaliste d'investigation américain, hein, qui dit que tous les rescapés de camps que j'ai pu interviewer, qu'ils soient ouïghours, kazakhs, kirghizes ou hués, ce sont les Chinois musulmans, hein, vraiment les Chinois musulmans. Et du coup, ils ont eu des prélèvements sanguins tous les mois. Et il souligne qu'on pourrait se dire que c'est pour éviter des maladies infectieuses, mais ce n'est pas possible puisque les Chinois Han représentaient plus de la moitié de la population et ils ne sont pas été testés. En fait, c'est parce qu'il y a l'info il y a des informations qui disent qu'ils pratiquent en fait les prélèvements d'organes. Mais voilà, nous on n'est pas sûr, hein, on n'est pas sûr, mais il y a quand même des documents qui sortent, les journalistes qui le disent. Après, ça ne me surprendrait pas, hein, parce que depuis des années, ils pratiquaient ça aux condamnés aux morts. Donc jusqu'à 2015, je pense que c'est en 2015 qu'ils ont arrêté de prélever des organes sur des condamnés aux morts. Mais cette information se dit aujourd'hui, je ne peux pas dire si elle est exacte ou pas. Mais après, voilà, il y a un journaliste américain qui le disait, il y a un autre que j'ai trouvé qui le disait aussi. Voilà, ce sont des choses qui se passent actuellement dans un silence assourdissante. Et le reste, je laisse parler mes collègues. Je passe peut-être d'abord le parole à Camille Péché, parce que il y a des preuves, des documents qui prouvent en fait que il y a un peu plus de 80 entreprises de textile, même pas que le textile, les marques célèbres hein, qui profitent du travail forcé des Ouïghours. Pour vous donner un exemple, après, pareil, hein, donc c'est un exemple, c'est pas, comment vous dire, c'est juste pour vous donner une idée. Et avant la crise sanitaire du Covid, dans la région de Xinjiang, il y avait 4 grandes entreprises de fabrication de masques. 4. Depuis la crise sanitaire, on compte 51.
dont 17 sont producteurs des masques qui les font pour export. Et la France a reçu 600 000 masques de Chine. Après, on ne sait pas s'ils viennent de là-bas, mais c'est juste un titre informatif qu'il faut qu'on fasse quelque chose quoi, pour, sur la consommation et nos responsabilités par rapport à la consommation. C'est Camille Péché qui vous en dira plus. Merci. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là en effet. Donc voilà, l'idée moi c'est de vous dire que ces choses qui sont accablantes, qui pèsent lourd sur les épaules de chacun, parce qu'on se sent tous une part de responsabilité, elles sont aussi peut-être le fruit un peu de notre négligence, nos faiblesses, mais elles peuvent aussi être renversées par notre force de consommateur, notre force d'acteur sur le terrain. Et je pense qu'il faut se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas sauver le monde entier comme ça d'un claquement de doigts, mais une fois qu'on sait les choses, on ne peut pas les ignorer, et on peut essayer de faire le mieux qu'on peut chez nous et dans nos actions. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, et après de faire ce qui est possible partout où ça l'est. Et donc l'enjeu, voilà, c'est de se dire, Rina nous a expliqué, et voilà, c'est toujours assez terrible de savoir ce qui se passe quelque part dans une région qui n'est pas la nôtre, qu'on a des fois du mal même à imaginer réellement, même si on le sait. Mais il faut se dire aussi que ces systèmes de camps, ces systèmes d'emprisonnement, ces systèmes d'esclavagisme moderne, ils sont beaucoup et essentiellement liés à notre système économique. Nos systèmes économiques qui fonctionnent pour nourrir à peu près 20% des plus riches avec 80% des plus pauvres. C'est un peu la proportion, et c'est sûrement en diminution, dans le sens qu'on est peut-être sûrement plus près des 10-15% des plus riches contre 85%. Et là, après, c'est un fait, ça s'est construit comme ça petit à petit, surtout après la guerre. Nous, on a la chance d'avoir depuis plus de 70 ans la paix en Europe. Sûrement qu'on la savoure pas assez, mais en tout cas on a cette chance-là. Mais cette paix se construit sûrement sur des conflits, enfin c'est plus que sûrement, elle se construit sur des conflits ailleurs qu'on entretient, parce qu'on a créé une société de consommation, de surconsommation, où l'idée c'est qu'on arrive à nous faire acheter des choses toujours, et pour acheter des choses toujours, il faut qu'elles soient toujours moins chères. Voilà, on est dans un système où il faut baisser les coûts de la production. On continue parce qu'on n'achètera jamais tout si les prix explosent. Et dans un monde où on n'arrive pas à avoir une gouvernance mondiale sur les droits du travail, sur les droits des hommes, on n'a pas un code de travail mondial où tout le monde peut gagner le SMIC. On n'a pas un code de travail mondial où tout le monde peut s'assurer d'être payé 35, 40, 45 heures par semaine, avec des congés payés, avec un jour de repos par semaine. Et de par ce fait-là, on a forcément un nivellement vers le bas. Et ce nivellement vers le bas, il se fait par qu'on donne à d'autres pays le fait de fabriquer pour nous, sans être trop regardant sur les conditions humaines et environnementales. Et donc c'est ce qui se passe dans le textile. Alors je sais pas, pour le coup, moi je vais enlever le masque, c'est difficile. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une tour au Bangladesh qui s'était effondrée. Et cette tour-là, on avait eu la triste révélation de voir des belles marques françaises qui faisaient partie du lot, dont des vêtements de luxe. Et puis ça avait créé un mouvement de fond avec un collectif éthique sur l'étiquette, où une loi était sortie. Une loi où il y avait l'enjeu de dire on veut que les filières mères, les entreprises mères se portent garantes de leur filiale de A à Z. Elles n'ont plus le droit de nous dire on ne savait pas, on n'était pas au courant. C'est leur boulot. Nous, on paye quelque chose, on veut qu'elles fassent leur boulot. Et je pense vraiment que ça a fait bouger les lignes, parce qu'il y a une loi qui a été créée, une loi qui s'est mise en place, où il y a eu la responsabilité des entreprises de gérer leur sous-filiale. C'est acté dans la loi, c'est entré dans la loi, c'est inscrit.
Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est leur montrer qu'on est au courant de cette loi-là. Qu'on est au courant et qu'ils n'ont pas le droit de tout faire. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est de vous dire, en effet, là, ces camps-là, c'est ce que nous relève, alors c'est une ONG australienne, qui nous relève qu'il y a 83 grands groupes, dont beaucoup de textiles. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que si j'avais lu un article, c'est 4 vêtements sur 5 qui viennent des camps ouïghours, enfin des camps de travail. Et il y a aussi tous les GAFAM qui sont là, il y a beaucoup de marques de voitures. Et là, ce qu'il faut vraiment, c'est, alors si possible, peut-être les boycotter jusqu'à un certain temps. Je pense qu'il y a cet enjeu de se dire, oui, prouvez-nous d'abord que vous êtes vertueux et après on achètera. Ou sinon, de leur dire qu'on le sait. Et ça veut dire signer des pétitions, ça veut dire être là dans des conférences comme ça, ça veut dire peut-être demander quand on va dans un magasin, est-ce que vous savez la provenance de votre vêtement, savoir se renseigner sur la lecture des étiquettes. C'est vraiment tout un enjeu. C'est fatigant, je pense, c'est un acte citoyen quotidien. Mais c'est le seul moyen de faire changer, c'est un peu ces colosses au pied d'argile. La Chine est la puissance, c'est une puissance mondiale énorme parce qu'elle capte toutes les matières premières pour les transformer et nous les renvoyer. Et de la Chine, mais aussi d'autres pays autour. Mais en tout cas, la Chine essentiellement, on sait que c'est l'usine du monde. Mais c'est aussi une usine du monde qui du coup, doit suivre la tendance, les envies des gens. Et de plus en plus, les gens ont envie d'avoir des vêtements et des appareils qui ont une vraie valeur éthique, autant sur le plan environnemental que sur le plan humain. Et ça, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'il faut se le redire, c'est peut-être juste une goutte d'eau, mais c'est aussi c'est peut-être une force d'exemple qu'on fait, et on le dit en le demandant à la vendeuse, en le disant, en choisissant peut-être de décaler un achat tant qu'on n'est pas tout à fait sûr que la loi passe. Et ce qui est important de savoir aussi par rapport à ce qu'a fait l'ONG australienne, c'est que ça a déjà porté ses fruits. Ça veut dire qu'il y a des marques de vêtements qui ont arrêté la provenance vers la Chine, en disant tant que vous nous montrez pas que c'est pas issu de camps de concentration, que c'est pas issu de travail forcé, non, on fait plus affaire avec vous. Donc c'est aussi important de savoir que ça va beaucoup plus vite. Les marques, ils ont trop peur de perdre leur image. Par exemple, il y a Nike qui est encore pointé du doigt. Il y a toutes les marques de vêtements qu'on connaît. Il y a beaucoup de marques plus états-uniennes. Mais le revirement se fait vite, beaucoup plus vite que par exemple quand il y a eu Bangladesh, où il a peut-être fallu 3-4 années de loi, où il y a des entreprises, entre autres le CCFD, tout un collectif qui a fait du plaidoyer auprès des députés. Voilà, je pense qu'il faut vraiment le savoir et le faire le plus possible, parce que ça c'est un enjeu pour un monde plus juste. Et nous, c'est la seule arme, mais c'est la plus grande arme qu'on ait en tant qu'Européens. Et après, il faut se dire que chacun a sa place dans les petits, les grands, les moyens systèmes. Il y a des changements à faire, il y a des positions de force à prendre, il y a des demandes, il y a des demandes à faire pour dire prouvez-nous que c'est respectueux des valeurs qu'on veut défendre, entre les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais moi, je voulais surtout vous informer là-dessus, parce que c'est vraiment important de savoir que c'est un enjeu primordial, de dire que de toute façon, tant que notre société, tant que notre monde économique, il est dans cette logique du toujours plus, en face, enfin, les personnes qui se sentent concernées, il faut se dire que il faut arrêter peut-être il faut arrêter ce système-là, c'est pas peut-être, et du coup, il faut savoir être acteur, consommateur, comme on dit dans certains milieux, et donc c'est faire le choix, mais peut-être d'acheter moins, peut-être d'acheter différemment. Quand vraiment on n'a pas le choix, par exemple dans le monde du textile, c'est pas forcément c'est pas forcément le monde où il y a le plus de possibilités d'acheter autre que des produits importés pour la plupart. Demandez la question aux vendeurs, et les vendeurs, ils vont se dire, je sais pas, et peut-être que ça va les choquer, ça va les perturber, ça va les questionner, et puis progressivement, ils vont peut-être se retourner vers leur entreprise principale, et puis leur entreprise principale, quand il y aura 50, 100, 200 boutiques et 200 responsables de boutiques qui leur diront, écoutez, nous, ça fait X clients qui nous posent cette question-là, on voit que c'est une problématique, mais ça va changer les choses.
Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est nos convictions profondes qu'on défend dans des actes comme ça. Et en tant qu'Européens, je pense on est sûrement convaincus que la paix et le droit de l'homme est quand même primordial. Et donc c'est important de le défendre sans se dire que tout n'est pas perdu, mais voilà, la Chine pliera aussi avec des impulsions comme ça. Et je vous dis, ça change vite et ça change plus rapidement sûrement qu'il y a encore quelques années. Là, depuis que le rapport est sorti, il y a déjà plusieurs boîtes qui ont dit tant que vous ne pourrez pas, on arrête. Donc ça va vite et donc il faut monter en puissance par rapport à ce que vous explique Rina et ce qu'on va sûrement entendre aussi. C'est une arme forte qu'on a et il faut s'en saisir autant qu'on peut. Voici, vous avez la liste de toutes les marques qui ont leurs sous-traitantes en Chine. Hein. Donc, il y a des marques très connues. Ça ne concerne pas que du textile. Il y a les marques de technique, ou comment les techniques, pas technique, on dit ça. Voilà, le Samsung, Nokia, LG, Zara, Puma, Nike, etc., etc. Du coup, il y a 4 marques qui ont pris l'engagement de prendre vraiment de reprendre le schéma, de voir si du coup ils ont pris l'engagement d'arrêter s'il le faut, de travailler avec ces sous-traitants. Mais les autres, c'est en train de négociation. Il y a le député européen Raphaël Glucksmann qui est très actif dans la défense des droits des Ouïghours. Et du coup, il a pris en soi cette responsabilité de contacter, de les responsabiliser. Il y a tout un système. Hein, donc là, il a réussi de sensibiliser, de prendre la parole des 4 marques. Le reste, du coup, c'est le travail à faire. Voilà. Et je donne la parole à M. Bouc, qui vous parlera des réactions extérieures et beaucoup plus. Je peux parler. Je suis autorisé de parler comme ça? Bon. Oui, je pense que cette liste qui est très intéressante, je crois qu'elle concerne pas seulement des camps ouïghours. Il s'agit de la plupart des... Il faut savoir que la plupart des prisons chinoises ont 2 entrées. Une entrée pour les compagnies extérieures qui viennent négocier, passer des contrats, voire déposer leurs projets et leurs demandes, et l'autre entrée par derrière qui est l'entrée des détenus. Et ce sont la même chose, c'est à double face. La plupart sont comme ça. Et je crois que là c'est tellement détaillé que je crois qu'il y a beaucoup des camps qui travaillent pour les entreprises étrangères tout en étant en dehors du Xinjiang, proprement dit. Oui, voilà. J'ajoute juste vite fait que, oui, il faut savoir qu'en Chine aussi, il y a, oui, c'est pas que les Ouïghours concernés, évidemment, il y a dans d'autres régions aussi. Et il faut savoir aussi que même si la Chine est énorme, hein, il y a beaucoup de gens pauvres. Hein. Donc la grandeur du territoire nous fait penser que voilà, c'est un pouvoir, c'est un pays qui est extrêmement fort, on ne va pas nous confronter à eux parce que voilà, ils font ci, ils font ça. En fait, non, il y a aussi beaucoup de Chinois très très pauvres qui sont aussi obligés de travailler comme des esclaves, on va dire. Oui, alors, s'agissant des... En fait, un des problèmes chinois et aussi sur la question ouïghour, c'est qu'on a très peu d'informations, l'information est cachée, et quand on a des chiffres disponibles, même ceux qui les fournissent disent qu'ils ne sont pas très certains des quantités. Donc la réalité est absolument certaine. Maintenant, les chiffres donnés, ils sont souvent donnés avec beaucoup d'incertitudes. On donne par exemple le chiffre d'1,5 million de Ouïghours dans les camps, mais on ne sait pas si c'est 1,5 million qui y sont passés, qui y sont maintenant, sur quelle période de temps et tout ça. Hein. Et bon, mais tout ça
n'empêche pas que le problème des camps de rééducation ouïghours est particulièrement aigu et doit être traité avec attention. Mais je voudrais le resituer dans le cadre plus général de la Chine, parce que si c'est très aigu au Xinjiang, c'est permanent et depuis longtemps dans le reste du territoire chinois. Et il fut un temps où il y a eu 11 millions de détenus chinois en même temps. Hein. Et ce qui est évidemment qui fait beaucoup. On pense maintenant que c'est moins, mais sans pouvoir dire combien, peut-être le tiers, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. La question, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est un scandale, selon moi, c'est qu'on ne cherche absolument pas. On ne cherche pas à savoir, ou plutôt, lorsque les pays européens, dans leur dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine, posent la question des effectifs des camps, et d'ailleurs aussi des condamnations, des exécutions, hein, et ils reçoivent la réponse chinoise qu'on a bien noté votre demande, on tâchera d'y répondre, et puis il n'y a jamais de réponse. Bon. Je voudrais aussi, de ce côté-là, sur ce point parallèle, attirer l'attention sur le fait, Réna a parlé du silence assourdissant, très bien, mais ça vaut aussi pour l'ensemble de la Chine. Je rappelle qu'autrefois, l'Europe entière s'est émue du goulag chinois. Or, dans le goulag chinois, pardon, pas du goulag chinois, du goulag russe, et au total, les estimations, c'est que dans l'Union soviétique d'alors, à peu près 18 millions de personnes, au total, ils sont passés. Mais qu'il n'y a jamais eu plus de 1,8 million ou 2,8 millions de personnes en même temps dans les camps. Or, les chiffres chinois sont bien supérieurs, puisqu'on pense que c'est 50 millions de Chinois qui sont passés dans les camps, et non pas 18, et qu'en même temps, il y a eu, par exemple, dans les années 50, on a pu avoir 11 millions de Chinois dans les camps. Bien sûr, on peut dire le goulag et les camps chinois, c'est pas tout à fait la même chose. Le régime n'était pas le même, mais néanmoins, c'est quand même exactement le même principe. Et personnellement, c'est un problème personnel. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à attirer l'attention des Français, de la presse française, sur ce problème des camps chinois. Voilà, maintenant on parle des camps ouïghours, mais il fut un temps où on a parlé des traitements, on a attaché beaucoup d'importance au problème des Tibétains. À un moment donné, on parle des problèmes des avocats, des intellectuels. Il y a eu le prix Nobel Liu Xiaobo qui est mort quasiment en prison parce qu'il est mort juste après en sortir. Mais ce problème de combien de gens sont dans les camps, combien de gens travaillent dans ces usines dont on parlait, et puis aussi pour le reste de la Chine d'ailleurs, ça ne retient pas l'attention. Et je pense que on devrait être beaucoup plus exigeant pour obtenir des réponses du côté chinois. C'est quand même le moindre des choses. Bon, éventuellement, je reparlerai enfin, si j'aimerais bien quand même resituer la question ouïghour dans l'ensemble chinois aussi. La grande crainte du parti chinois, mais en particulier de son président, Xi Jinping, c'est qu'il se passe en Chine ce qui s'est passé en Union soviétique en 1989, c'est-à-dire 89, 90, 91, c'est-à-dire la dissolution. Donc, la dissolution de l'Empire et qu'après on ne s'y retrouve plus et que le pouvoir soit perdu aussi. Bien. Alors, donc, dès que Xi Jinping en 1993 est arrivé au pouvoir, il a défini les personnes qui étaient enfin, les groupes qui étaient à redouter et contre lesquels il fallait lutter. Alors, il y avait les minorités nationales,
et en particulier les Ouïghours, mais aussi les Mongols, qu'il ne faut pas oublier, et les Tibétains aussi. Je ne parle pas des autres minorités, parce qu'elles sont tellement dispersées, petites, écrasées, que jusqu'à présent, elles n'ont pas un poids politique très, très grand. Mais il y avait aussi, bien sûr, les avocats qui défendent les droits de l'homme, il y avait la presse qui essayait d'être libre, il y avait les intellectuels, les universitaires, il y avait les gens qui demandent la séparation des pouvoirs, etc. Bon, un grand nombre, et les gens de Hong Kong aussi, et bien sûr aussi Taïwan, qui a des effets assez délétères sur le reste de la Chine. Bon, peut-être je m'arrête là-dessus, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire, mais... Tu vas parler des organisations internationales qui, je crois que tu ça. Ah oui, oui, alors, oui, ce qui serait, puisqu'on est en France et qu'on doit s'interroger sur ce que le côté français ou le côté européen, plutôt le côté européen peut-être aussi, pourrait faire, c'est d'être exigeant dans les relations politiques avec les Chinois. Après le massacre de 1989 à Tiananmen, l'Occident s'est un peu insurgé et puis on a été de mauvaise humeur avec les Chinois et il était question d'avoir une session des Nations Unies sur ce sujet. Aux Nations Unies, Assemblée Générale des Nations Unies. Et en fait, ça s'est transformé, à la demande des Chinois d'ailleurs, dans une des discussions sans grande portée et surtout discrète, sans compte rendu, entre d'une part l'Union européenne et la Chine, et d'autre part, côté français aussi, un dialogue sur les droits de l'homme, France-Chine. En fait, il ne s'y passe jamais rien, puisque chaque côté dit qu'il fait ce qu'il faut. Les Chinois disent on développe notre pays, les Français disent les droits de l'homme, l'Union européenne dit à peu près la même chose, tout en se souciant aussi beaucoup de ses intérêts économiques. Mais pour l'instant, ces discours se reproduisent d'année en année, ou de semestre en semestre, et jamais ça n'aboutit à rien. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on pose des questions, on est content de les poser, on ne reçoit pas de réponse, et on dit « Ah ben c'est bien dommage, on n'a pas reçu de réponse ». Mais ça ne s'appelle pas un dialogue. Le dialogue, c'est quand on obtient une réponse à ce que l'on a exposé. Voilà la situation. Depuis quelque temps, l'Union européenne se fait beaucoup plus... un peu plus ferme dans la discussion avec la Chine. Elle parle d'ailleurs aussi du problème des minorités nationales dont on parle aujourd'hui, mais les intérêts économiques sont encore très importants, et si bien qu'on n'insiste pas trop. Néanmoins, l'opinion internationale quand même change. Je crois que aussi la question, la peur de la grippe est intervenue dans beaucoup de pays. On est assez mécontent de la manière dont les Chinois ont menti puis traité les choses. Mais bon, il y a sans doute beaucoup de pression à faire de ce côté-là, de la part des gouvernements, de la part dans l'opinion publique, de la part aussi des représentants locaux, je crois, des régions. Et des jumelages sont possibles. Il y a même une des choses qui ennuierait beaucoup les Chinois, c'est que des relations se développent avec Taïwan. Taïwan qui est un territoire libre, qui a toutes les libertés, toutes les démocraties, et qui en même temps est plus riche, se débrouille mieux que les Chinois eux-mêmes, du point de vue, non pas en volume, mais en niveau de vie individuel est nettement au-dessus. Et techniquement aussi d'une manière très avancée. Donc je crois qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels les pouvoirs publics français, locaux, territoriaux, européens pourraient agir, envisagent d'agir.
Mais enfin, il faut pousser et aller plus loin et plus vite. Alors sur l'ONU, oui, sur l'Europe, il y a peut-être des possibilités de faire mieux, mais l'ONU est vraiment dans une situation très délicate, puisque bon, au Conseil de sécurité, qui est quand même l'instance dominante, dans les 5 les comités permanents, il y a Trump qui se trouve pas en très bonne condition maintenant, et assez malade, mais enfin, son problème est moindre quand même que celui des blocages et des vetos amenés systématiquement par la Chine et l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, et que ça les gêne. Je crois que la France a une seule fois posé son veto depuis la création des Nations Unies, ce qui n'est quand même pas beaucoup, si on compare au nombre de vetos qui ont été déclinés par la Russie et la Chine. En même temps, la Chine est présente dans beaucoup des comités des nations, enfin internationaux, l'aviation civile, elle a fait des lettres pour la propriété intellectuelle. Il y a 4 ou 5, la FAO, qui est une grande organisation d'assistance et de développement, notamment aux pays agricoles du tiers-monde. Et la Chine, il joue un rôle, et elle pose ses pions, et elle intervient d'une manière qui est toujours favorable dans la conduite des débats. Donc les Nations Unies sont dans une piètre position et ont de moins en moins de sens. On a vu d'ailleurs même avec l'OMS aussi, qui était jusqu'à peu dirigée par, jusqu'à 2-3 ans, dirigée par une Chinoise de Hong Kong, et qui maintenant, remplacée par un Éthiopien, mais qui a quand même fait l'éloge de la politique chinoise de containment du virus en janvier-février, alors que c'était le moment où le pouvoir chinois se comportait de manière la plus inadmissible, notamment en incarcérant les gens qui disaient que le virus était très dangereux, ce qui est attesté maintenant. Bon, il y a encore beaucoup d'autres sujets, mais je préfère laisser la parole. Merci, M. Bouc. Je voulais juste ajouter 2 choses. En fait, il y a beaucoup qui me disent, il y en a plusieurs qui m'ont demandé quelle est la réaction des pays musulmans vis-à-vis au problème des Ouïghours, parce que nous sommes quand même des musulmans, musulmans sunnites, voilà, pas tous pratiquants, mais voilà. Et en fait, de la part des pays musulmans, on n'a pas eu beaucoup de soutien. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des pays musulmans ont le système dictatorial. Et aucun système dictatorial ne va jamais critiquer un autre système dictatorial. Et donc, en octobre de l'année dernière, à l'ONU, du coup, les pays votaient sur la justice, sur si c'est bien ce que la Chine fait ou pas. Mais du coup, la Chine a obtenu 46 voix des pays, la plupart musulmans, qui ont soutenu leur politique. Et contre 46 pays, il n'y a eu que 23 pays, essentiellement les pays européens, qui ont demandé dans une lettre de cesser cette détention arbitraire. Donc vous voyez, même musulmans, ça ne veut rien dire. Parce que dans les pays musulmans, c'est les dirigeants qui décident, ce n'est pas le peuple. Donc je ne parle pas du peuple qui y habite. Et deuxième chose, M. Bouc vient de dire que maintenant, il y a de plus en plus l'Union européenne, voilà, bouge, qui parle, qui demande, pour le moment demande tout simplement d'arrêter toutes ces actions en chinois. Mais pourquoi en fait les choses bougent? Parce qu'il y a une grande mobilisation des citoyens qui se crée actuellement. Donc ça veut dire que la force des citoyens est énorme. Dans le dernier temps, il y a eu beaucoup de pétitions, beaucoup de lettres
aux ambassades, au président Macron, au ministère des Affaires étrangères. Et du coup, il y a beaucoup de plus de jeunes, hein, surtout il y a énormément de jeunes qui sont extrêmement sensibles aux questions des droits de l'homme. Et il y a des grands mouvements en fait qui font bouger en fait les choses. Et moi, au fond de moi, bien sûr que je suis optimiste. Hein. Je pense que voilà, on est ici quand même, on est dans un pays de droits de l'homme et que nous avons la force, surtout comme dit Camille, la force de consommation. Hein. Si on boycotte, on commence par boycotter les produits chinois, etc. Du coup, ça va toucher l'économie. Hein. Si ça touche l'économie de la Chine, ça c'est le plus grand arme hein, pour moi. Parce que partout, du coup, ils sont attirés par l'argent, et du coup, si on boycotte les produits, ça touche directement l'économie. Et du coup, je pense que c'est juste au niveau de ça, peut-être j'ai un petit espoir qu'on pourrait voilà, faire quelque chose. Bon, je vais passer le micro à Jean. Merci Rina. Juste un petit mot pour dire pourquoi je suis là. Il y a maintenant 10 ans, je crois, que je connais Rina. Et avant de connaître Rina, je ne connaissais pas les Ouïghours. Aujourd'hui, quand on lit les journaux, ou à la radio, la télévision, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la liberté dans le monde entier. Et quel exemple est ce peuple ouïghour qu'on veut taire? Alors, pour la liberté, je crois, le silence tue. Alors, brisons-le. Parole à Nicole. Oui, donc moi je suis là aussi parce que j'ai connu Rina en même temps que Jean et que j'ai découvert le problème des Ouïghours et que je me sens particulièrement concernée. Au-delà du problème des Ouïghours, il y a cette déclaration des droits de l'homme qui est à mon âge et qui certes n'est pas coercitive, mais qui est un idéal qui a été celui d'une période où on a cru que ça n'arriverait plus jamais. Mais la Chine la remet directement en cause et ne la reconnaît pas. J'ai envie de vous lire quelques articles pour que vous les gardiez en mémoire, que vous les transmettiez et que, disons, la peau de chagrin des pays qui essayent, qui tentent de s'en rapprocher. On voit bien que même en France, pays des droits de l'homme, ça se discute, hein, c'est toujours en danger, toujours en danger. Beaucoup de pays d'Europe sont en train de la refuser. Hein, des pays aussi comme la Syrie, comme la Libye, comme même la Turquie. Et que la Chine essaye d'étendre cette idée que les droits de l'homme, c'est de l'idéologie de l'Occident, et qu'elle est en train de faire une percée en Chine sur la question. Donc voilà, moi je vous lis l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 10. Tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, des informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20, je m'arrêterai là. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Ce qui se passe avec les Ouïghours et ce qui se passe dans une grande partie du monde, c'est qu'on considère que ces articles-là n'ont aucune valeur. Et donc, voilà, j'ai l'âge de cette déclaration. J'espère que parmi les jeunes, d'autres porteront ce flambeau quand ma génération ne sera plus là. Est-ce que vous avez des questions, peut-être dans la salle?
simplement ce qui était dit, bon, ça se passe en Chine. Enseignant. Mais sa citation personnelle et celle d'autres, c'est que la Chine a des voisins. Et à première vue, la Chine a de fortes influences sur ses voisins quant à l'attitude adoptée aux Ouïghours. Donc dans les pays voisins, il y a des Ouïghours aussi, qui ne sont pas chinois, c'est les pays d'à côté, mais sous injonction de la Chine, les Ouïghours de ce pays-là sont persécutés aussi. Donc ça, c'est une chose à dire. C'est pas que la Chine, enfin, ça vient de la Chine, mais les voisins, ceux qui étaient sur la carte, bon, ben, les Ouïghours sont persécutés aussi. C'est ça que tu peux développer. À mon avis, c'est lié à quoi? Vous savez, les Ouïghours, ils sont très attachés à leur culture, hein. Donc très très attachés à leurs origines, etc. Et jusqu'au moment où il y aura des Ouïghours, même en dehors de la Chine, la culture va exister. Peut-être c'est ça aussi que, voilà, qui leur fait penser, voilà, parce qu'ils savent bien, hein, du coup, les Ouïghours sont là-bas depuis très très longtemps, donc ils savent comment nous sommes, comment ils sont, ceux qui y habitent. Et donc, comme je dis, pendant que nous sommes en dehors de tous ces pays dictatoriaux, nous allons en parler. Et ça, ils ne le veulent pas. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Le problème de la Chine, c'est le problème économique, c'est l'atelier du monde. Quand on sait que 50% des molécules de paracétamol françaises sont fabriquées en Chine, ils nous tiennent par le commerce et l'économie. Bon, par ailleurs, il était écrit, le PowerPoint écrivait que les Ouïghours n'étaient pas les musulmans de Chine, mais ils sont des musulmans de Chine, et la Chine n'aime pas les religions. La religion officielle, c'est la religion du Parti communiste chinois, qui est un athéisme militant. Par exemple, depuis 50, ils persécutent vigoureusement les bouddhistes tibétains. Et puis il faudrait aussi ne pas oublier les autres minorités religieuses qui sont persécutées de par le monde. Ainsi, Daesh, il y a 5 ans, ont persécuté les chrétiens assyriens et chaldéens en Irak, de même que les musulmans azéris, une autre minorité dont les pouvoirs publics ne se sont pas trop préoccupés à l'époque. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez raison par rapport aux autres minorités, oui bien sûr, et quand vous dites, j'ai retenu 2 choses, que les médicaments, etc., 50% qu'on est dépendant de la Chine, je pense qu'on ne se rend pas compte comment, 80%, on ne se rend pas compte comment l'Union européenne est forte. On ne se rend pas compte que c'est tellement puissant que même on pourrait très bien s'en sortir sans produits chinois. Le problème, est que les pays de l'Union européenne n'ont pas soudé. Voilà. S'ils étaient soudés, comme dit M. Book, l'Union européenne est beaucoup plus puissante que les États-Unis. Un peu, ok, bon, j'ai exagéré. Et moi, maintenant, en tant que délégué au jumelage, moi j'ai cette envie aussi de aussi apporter mon pierre pour que voilà, ces relations entre les pays européens soient vraiment fortes, parce que c'est important. Je trouve que actuellement, malheureusement, chacun est pour soi. Et ça, c'est dommage. Qui veut encore qui veut le...
Je veux savoir combien de Ouïghours peut-on compter en France, par exemple? Est-ce qu'on a une idée? J'ai une idée. Bah, Oui. en France, du coup, on a demandé combien de Ouïghours il y en a en France, à peu près. Donc, en France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On dirait, on dit que près de millions, près de 1 000, pardon. 1 millier d'Ouïghours. Et c'est vrai que la France, c'est un des pays où il n'y a pas beaucoup d'Ouïghours. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'Ouïghours. La plus grande diaspora des Ouïghours, c'est aux États-Unis. Oui, il y en a en Allemagne aussi. Mais en France, on n'est pas beaucoup. Il y a une diaspora ouïghour à Paris. Et du coup, pourquoi j'ai créé cette association ici? Parce que chez nous, ici dans la région, les gens ne connaissent pas les Ouïghours. Et moi, surtout, je voulais faire connaître cette population qui mérite une attention et parce qu'il y a très souvent les manifestations, etc. à Paris. Même nous, hein, les Ouïghours, nous avons des fois du mal à nous déplacer à cause du travail, etc. Du coup, c'est un peu loin. Du coup, mon but, c'était, voilà, pour la suite, pour ceux qui sont intéressés, de diffuser les informations actuelles par mail, etc. Parce que c'est la première association ici dans la région de Normandie et aussi dans la Manche. Vous voulez parler plus fort? Non, pas nécessairement. Il y a eu un certain nombre d'attentats en Chine que l'on a attribués aux Ouïghours. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Effectivement, vous voulez répondre peut-être que ça soit professionnel. En fait, j'ai un peu... je me souviens de ce qui s'était passé à la gare de Kunming. C'est peut-être à ça notamment que je me suis retrouvé. D'ailleurs, j'étais à Kunming très peu de temps après l'attentat. Enfin, bon... c'est un peu peut-être difficile pour moi d'analyser. Il est tout à fait clair que les Ouïghours dans les régions non Ouïghours, là où ils sont empruntés, sont souvent dans une situation difficile, peut-être d'ailleurs un peu méprisés, maltraités, ça c'est possible aussi. Bon, et qu'il y ait des altercations de temps en temps, ça c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il y avait eu meurtre, mais les présentations des incidents sont tellement opposées des deux côtés que c'est vraiment assez difficile de trancher. Je peux dire en tout cas que les Chinois, les Han, les Chinois proprement dit, ont à l'égard de ce qui n'est pas Han des attitudes assez détestables. Et ça ne, je ne parle pas seulement d'ailleurs des non-Han de Chine, mais même à l'égard des pays africains. Il y a eu des scandales des Africains, il y a eu des bagarres, des situations assez violentes à Guangzhou, où les Africains ne se sentaient pas du tout à l'aise. Mais quant au détail des incidents, personnellement, je ne peux pas entrer dedans et raconter des choses simplement pour augmenter l'animosité. Et aussi, depuis l'attentat de 2019, vous parliez de cet attentat aussi 2019, quand il y a eu des problèmes entre les Ouïghours et les Chinois, les chiffres officiels de Chine, c'est 197 morts, majoritairement les Chinois. Mais selon les personnes disparues, donc les familles parlent, ils ne disent pas qu'il y a une dizaine de milliers d'Ouïghours qui sont disparus. Vous voyez, ils ne parlent que des victimes en fait chinois. Mais ils cachent ce que les autres minorités en fait perdent. C'est ça le problème de la Chine. Comme disait M. Wouk au début, c'est tellement difficile d'accéder à l'information que même l'information qu'on reçoit, des témoins, des chercheurs, on l'apprend. Et on ne sait pas si c'est exagéré ou si c'est au contraire... Les attentats, comme je le disais au début, c'est aussi, vous voyez, les révoltes,
fait, je peux les comprendre des fois. Vous savez pourquoi? Parce que en 2016, l'ONU aussi a découvert, ils ont fait les recherches en fait, et il y a eu le début des installations des caméras de reconnaissance faciale. Et du coup, ils ont mis les caméras de très haute technologie dans cette région de Xinjiang. Et selon les chercheurs, les Ouïghours, il est catégorisé selon 36 critères. 36 critères. Donc les critères, tellement bêtes. Hein. Si vous ne parlez pas à vos voisins, si vous faites plein de carburant, si vous avez une facture d'électricité très, très importante, etc., etc. Et aussi, c'était en 2016, hein, ceux qui ont séjourné ou qui ont eu les contacts à l'étranger avec leurs amis ou avec leurs proches étaient le cas suspect aussi. Mais c'est tellement pas logique parce que il y a une sociologue ouïghour à Paris qui a fait les autres études et voilà, qui est française maintenant aussi. Donc elle racontait aussi que quand elle a eu son diplôme en Chine, pour le même poste, il devait avoir un niveau beaucoup plus supérieur que les Chinois. Où le gouvernement juste exigeait que la personne au moins fasse les études à l'étranger pour être au même niveau avec les Chinois, en préférence dans les pays occidentaux. Et maintenant, en fait, ils payent pour ça. Ils ont fait leurs études, la plupart, à l'étranger, pour pouvoir accéder aux métiers plus valorisés. Et au final, en 2020, ils payent pour ça. Ils sont, certains, emprisonnés pour cela. D'abord, faire les études dans les années 90, peut-être 2000, 2005, vous voyez, il n'y a pas de logique. J'avais cru comprendre au début de votre intervention que les Chinois voulaient envahir votre pays ouïghour pour ses richesses. Et dans des images que vous nous avez présentées, il y avait une séquence avec un mariage forcé de Han et de Ouïghours. Est-ce que ça veut dire que les Han, par ce moyen-là, ont envie d'occuper le territoire? Bien sûr, hein, c'est la façon aussi de faire disparaître la culture, parce qu'un enfant né d'un père chinois, c'est un Chinois. C'est un des, voilà, c'est un comment dire, de procédures parmi les plusieurs dizaines de siniser cette population, de faire disparaître. Oui. Est-ce qu'on peut comparer le peuple ouïghour avec le peuple kurde? Au point de vue situation, non pas race, ou je ne sais pas comment, mais au point de vue de conséquences des difficultés qu'on leur fait. Je passe plutôt à M. Roux parce que je ne maîtrise pas très bien le thème des Kurdes. Ouais, c'est un problème un peu difficile à traiter, monsieur. Je crois que le problème kurde, il vient de promesses qui n'ont pas été tenues au traité de Versailles après à la fin de la Première Guerre mondiale, où on leur a promis un territoire et on ne leur a pas donné. Alors ils essayent de le constituer. Le problème des Ouïghours et du Xinjiang est un peu différent parce que le Xinjiang, il est dans ses frontières chinoises depuis pas bougé depuis 1884, mais néanmoins, du point de vue, les frontières elles sont claires et reconnues, mais en fait, la réalité, enfin, ce qui normalement constitue un territoire, n'est pas réuni. D'abord, on l'appelle région autonome et le combat, il n'y a absolument aucune autonomie. Hein. De toute façon, le chef du parti au Xinjiang, qui est Chen Shuangguo, c'est le même, il était le chef du Tibet, une autre région également autonome, hein, et où il applique, enfin il a une répression tout à fait efficace au Xinjiang, mais maintenant comme il est très efficace
depuis un mois, on apprend qu'il veut la ramener au Tibet, pays qu'il connaît bien, mais c'est quand même un problème à l'intérieur de la Chine. Je veux dire qu'il y a des choses une comparaison, peut-être certains la trouveront excessive, mais je trouve que par bien des côtés, le Xinjiang, c'est un peu la situation qu'avait l'Algérie quand elle était française. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de désert, du pétrole, des musulmans, un choc de culture, hein, du mépris d'un côté vers l'autre, hein, et en plus de grandes distances. Hein. Si le Xinjiang ça fait 3 fois la superficie française métropolitaine. Hein. Ça fait moins si l'on calcule la superficie française avec les territoires d'outre-mer, mais sur la métropole, ça fait 3 fois. Bon, l'Algérie, c'est un peu plus grand encore. Hein. Mais bon, le Xinjiang, c'est quand même un territoire énorme avec ce grand désert du Taklamakan qui, de certaine manière, rejoint le désert du Gobi, hein, en passant. Donc on a vraiment des étendues très très grandes où il n'y a personne, ou presque personne. Voilà. D'ailleurs, ce problème de ces territoires extérieurs, quand on prend, oui, il y avait la carte tout à l'heure, si vous ajoutez donc le Xinjiang, qui est la région autonome la plus grande, le Tibet, qui est un peu inférieur, la Mongolie, qui est très grande aussi, à laquelle il faut mettre, entre les deux, se trouve le Qinghai, qui est aussi, où il y a pas mal de Tibétains, mais qui n'est pas une région autonome. Au total, vous avez la moitié de la superficie de la Chine, hein, la moitié de la superficie de la Chine, et avec à peu près, j'ai calculé, 55 millions d'habitants. 55 millions. Tout le reste, sur l'autre moitié, il y a 1,3 milliard. Vous voyez le décalage, hein, ce qui fait qu'on ne traite pas, on ne peut pas traiter les choses avec, comme ça. Il faut vraiment voir les rapports de force, les rapports de territoire aussi. Hein. Et c'est aussi pour ça, cette immensité, hein, parce que le total de Chine, ça fait 17 fois la métropole française, hein, le territoire métropolitain français. C'est quand même énorme. Et donc, c'est très difficile d'abord d'avoir une vue d'ensemble, parce que avoir une vue d'ensemble sur l'Europe tout entière, c'est déjà bien compliqué de savoir ce qui se passe, de comprendre et la Norvège et la Sicile. Hein, mais la Chine, ça fait 3 fois l'Europe occidentale, hein, et aussi en population. Hein. Donc, on est devant des difficultés de compréhension, d'analyse, d'approche. Et en plus, la diversité culturelle, la diversité ethnique, la langue, hein, parce qu'en plus, beaucoup de gens ne parlent pas, ne lisent pas le chinois. Hein, c'est une manière de langage crypté pour beaucoup de gens, hein, le chinois. Hein, on trouve, je vous montre, qu'est-ce que j'ai là. Voilà, par exemple, un document secret qui est sorti là, sur les camps, hein, et la manière de gérer des camps, d'empêcher que les gens échappent, etc. Mais ça part en chinois, mais qui peut le lire, hein, pas tellement. Bon. Donc, on a une approche vraiment des problèmes qu'il faut la faire avec beaucoup de précaution et en même temps avec beaucoup de sévérité et de rigueur, hein, c'est sûr. J'avais une information à donner. À Mortain, nous avons une famille ouïghour qui est originaire du Kazakhstan et qui vient de se voir refuser par l'OFPRA le droit d'asile. Donc apparemment l'OFPRA a une lecture un peu particulière de la situation des Ouïghours. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais poser la question sur la situation des Ouïghours au Kazakhstan en particulier. Donc pour l'OFPRA, il n'y a pas de problème, puisqu'on leur a refusé l'asile il y a quelques jours. Je pourrais peut-être vous répondre, et M. Bouc, s'il veut approfondir la réponse.
Donc, la situation des Ouïghours dans les pays d'Asie centrale, donc, les problèmes ne sont pas massifs hein, comme en Chine. Hein. Les cas sont vraiment particuliers. Chaque cas, chaque situation est différente. Chaque histoire de la personne, ce qu'il a vécu, c'est différent qu'en Chine. Mais il faut savoir aussi que les pays voisins sont hyper dépendants de la Chine. Pas comme les pays européens qui sont dépendants par le prix de production, ils ont les liens commerciaux, etc. Mais aux pays comme Kazakhstan, par exemple, les liens sont très forts hein, entre les gouverneurs. Et c'est fortement possible, comme je venais de dire à la dame, que tant que les Ouïghours sont un peu partout, le monde va les savoir. Vous voyez? Et les Ouïghours au Kazakhstan, ils ne sont pas exclus de ce problème. Après, voilà, par mon propre expérience, je veux dire hein, que même si on est né dans des pays comme Kazakhstan, même si on est des Kazakhs, Ouïghours, on n'a pas non plus toujours les mêmes accès, même à un emploi, etc. Donc, voilà, il faut bien savoir hein, que nous sommes ici dans un pays où, on va dire, il n'y a pas de religion, pas de couleur de peau, etc. Mais ce n'est pas le cas des pays dictatoriaux que je vous ai parlé hein, il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, les pays, en plus de ce sont un des pays qui ont soutenu hein, la politique chinoise. Et après, pourquoi l'OFPRA n'accorde pas? Parce que le pays n'est pas reconnu international, peut-être comme le pays avec des problèmes. C'est pour ça, je ne sais pas, après le cas des personnes dont vous parlez. Oui, s'il vous plaît, monsieur qui venait de parler de ce cas, il faudrait prendre contact avec l'association ici qui s'occupera des migrants pour regarder le dossier de plus près, parce que bon, l'OFPRA, elle traite des cas particuliers chaque fois, et c'est difficile, très difficile de se présenter à l'OFPRA et d'obtenir du premier coup, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il faut répondre, etc. Donc il faudrait qu'on voit ça peut-être, hein, en tout cas. Moi personnellement, qui suis aussi la commission juridique d'itinérance Sud-Manche, je veux bien aider cette famille de Mortain, si vous le souhaitez. C'est parce que Louis-Marie a très bien appris le français, il a une formation d'ingénieur. Voilà, mais ça n'a plus rien à voir, donc on en parlera individuellement, hein, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Il faut savoir aussi que l'OFPRA, plus de 90% des dossiers sont refusés. Hein. Donc ça ne veut pas dire que le dossier n'est pas sérieux, etc., etc. Donc l'OFPRA ne prend pas beaucoup de temps pour étudier le dossier. C'est l'étape suivante plutôt, le cours national de droit d'asile, qui étudie vraiment avec l'avocat. Et du coup là, il y a des choses qui sont vraiment vues de près. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas pour cette famille. Tout ira bien. Autre question? Ça va? Tout va bien? Ça veut dire que nous étions clairs? C'est bien. Donc si vous n'avez plus de questions, nous voulons vous remercier de votre présence. Ah, il y a des questions. C'est bien, on n'a pas fini. En Chine, il existe plusieurs dizaines de minorités. Ils sont en général dispersés. Quelle est l'attitude des dirigeants chinois à l'égard de ces peuples? Après, je ne sais pas, ça dépend des peuples. Oui, je crois qu'il y a une soixantaine de minorités. Les plus petites, sont quelques centaines d'individus. Hein. Et en revanche, bon, je pense que les Ouïghours enfin les chiffres évoluent, et là, enfin, selon les jeux, enfin, mettons 13 millions, 11-13 millions, doivent être les plus nombreux. Après, on pense tout de suite aux Tibétains, mais les Tibétains, au plus, ils sont, en sortant de la région autonome du Tibet, il y en a au Qinghai, si on prend, et au Yunnan, au total, ils font 6 millions. Mais, curieusement, il y a des minorités nationales qui sont aussi nombreuses, et même plus nombreuses que les Tibétains, dont on ne parle jamais.
Hein, il y a les Yi, les Miao, les Nashi, etc. Je ne peux pas donner toute la liste. Et ils sont dans les 6, 7, 8 millions, 9 millions. La démographie n'est pas particulièrement précise dans ces domaines-là. Tout ce qu'on a, c'est qu'en dehors des Mongols, des Tibétains et des Ouïghours, pour lesquels le problème politique est quand même assez clair, connu, et qui sont organisés, qui ont même des relais à l'extérieur, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle. Les autres servent quand même beaucoup trop souvent aux fêtes folkloriques, à montrer la beauté et l'intérêt touristique des régions reculées, etc. Souvent, moi je pense qu'ils sont autant opprimés et méprisés parce qu'ils sont oubliés, enfin pas pris pour ce qu'ils sont, et que les autres. Mais la situation est quasiment, qui est, je ne peux pas dire désespérée, il ne faut jamais désespérer, mais enfin vraiment très grave pour eux. De toute façon, les Han s'imposent, les Han s'imposent, mais surtout le Parti communiste chinois, les Han s'imposent. Et il n'y a pas de discussion de mettre en face quoi que ce soit de culturel qui pourrait contester. Tout ce qui est admis, c'est le folklore. Et rien d'autre. Mais à part ça, le folklore des minorités, y compris les petites dont je parlais qui sont inconnues, est souvent magnifique, y compris musicalement. Avant que l'Assemblée se sépare, ce serait bien que vous donniez des informations sur l'association que vous avez créée, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas concrètement trouver les coordonnées. C'est vrai que j'ai présenté brièvement l'association. Donc l'association, comme vous l'avez bien compris, a pour but de surtout sensibiliser la population, de faire connaître cette population, cette problématique. Mais on ne va pas s'arrêter là. Donc dans des projets, j'ai quand même Voilà, on ne va pas parler que des problèmes. Donc il faut qu'on soit positif aussi. On va essayer d'organiser les ateliers cuisine, par exemple, pour partager la cuisine traditionnelle ouïghour, ou pourquoi pas dans l'avenir aussi, je ne sais pas, les ateliers de danse, etc. etc. Mais ce n'est pas tout de suite, parce que ce problème qui est là actuellement, qui nous préoccupe le plus, vraiment, parce que c'est quelque chose de grave qui se passe actuellement. Mais sinon, ce n'est pas la dernière conférence, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit avec ceux qui s'intéressent à ce thème. Vous voulez dire les coordonnées de l'association? Oui, les coordonnées, de toute façon, vous avez chacun écrit vos coordonnées en entrant dans la salle, parce que c'était une des règles importantes pour si jamais. Du coup, si vous avez mis vos mails à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, je vais envoyer un mail en expliquant plus détaillé le but, etc. Sinon, oui, le mail, il était aussi sur le flyer que vous avez dû recevoir, ce petit flyer. Ici, vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone, si jamais. Voilà. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci au public. Et, du coup, nous ne savions pas vraiment si nous avions droit à vous faire tester, partager le pot. Donc, nous avons préparé quelques petites gourmandises faites maison. Bien sûr, à cause des mesures sanitaires. Si vous voulez déguster un peu, vous pourrez vous mettre sur une petite assiette et penchez-vous à la maison pour goûter. Voilà, si vous ne voulez pas rester sur place, il y a des assiettes, il y a des petits sacs. Donc mettez juste ce que vous donne envie. Et voilà, dégustez.